Et ça ne s'arrête pas là. On va aller même plus loin. Parce que ici, c'est aussi la tribune, il faut dire certaines choses. Lors de la visite de Anthony Blinken, le secrétaire d'État, c'est le ministre des Affaires étrangères, à travers les discussions, on s'est même demandé est-ce que les États-Unis n'ont pas envie d'installer une base même en Côte d'Ivoire? Parce que, avec aujourd'hui les velléités des djihadistes et la menace sous-régionale qui est au même officialisée, parce que ceux qui sont à la tête du Mali et du Burkina aujourd'hui sont des terroristes. Ibrahim Traoré est un terroriste. Assimi Goïta, la vermine, est un terroriste. Parce qu'il travaille avec les terroristes pour se maintenir au pouvoir dans leur pays. Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, depuis qu'ils sont venus, ils ont permis aux terroristes de prendre plus de terrain pour inquiéter les Burkinabés, pour leur dire « Ah voilà, les terroristes ont pris plus de terrain. » Alors que les civils qui étaient là avant vous, ces civils-là arrivaient à contenir les djihadistes. Eux n'étaient pas militaires. Mais vous qui êtes des militaires, votre métier, vous vous échouez plus gravement que ceux qui n'étaient pas formés à ce métier. Et donc, tout esprit qui se veut lucide, ça veut dire qu'ils ont échoué. Mais est-ce qu'ils ont échoué parce que ils ont essayé ou mais ils ont échoué parce que eux-mêmes c'est dans l'échec qu'ils peuvent se maintenir au pouvoir? En vérité, quand tu prends le cas du Burkina aujourd'hui, même hier, il y a un journaliste qui a été enlevé. Les militaires n'ont pas essayé de lutter contre le djihadisme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils kidnappent les civils qui donnent leur opinion pour les amener au front. Des civils qui n'ont pas la formation militaire. Et ces civils-là se font tuer. Et les populations civiles se font tuer par les djihadistes. Mais finalement, ceux qui sont formés pour le métier, qu'est-ce qu'eux font? Eux, leur métier, c'est de kidnapper les civils, d'aller les mettre au front, on les tue. Mais ça veut dire qu'ils sont en complicité donc avec les djihadistes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas intérêt à ce que le djihadisme puisse cesser. Et face à cette question, c'est la même chose au Mali. Quand des soi-disant dirigeants d'un pays vont prendre des mercenaires pour les amener dans le pays, qu'est-ce qu'un mercenaire? Un mercenaire, si on prend sur le plan militaire, c'est quelqu'un qui se met au service d'un pays étranger pour tuer des gens. Mais il le fait en ne tenant pas compte du droit. C'est comme, dans un premier temps, vous avez vu pendant des années, la vermine Assimi n'avait pas voulu reconnaître Wagner, ni lui, ni Vladimirovitch Poutine. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font là, ça doit se passer dans l'ombre. On ne doit pas savoir. Les gens qu'ils vont tuer, ils ne veulent pas qu'on sache. Et donc, c'est pourquoi Assimi, quand les Wagner sont arrivés, ce qu'on appelle aujourd'hui Africa Corps, ils ont tout fait. Ils ont dit à Assimi, en réalité, notre problème, ce n'est pas d'assurer la sécurité du Mali, mais c'est toi et ton petit groupe qu'on va protéger. Quand on va vous protéger, le reste des Maliens, ce n'est pas notre problème. Donc, ce qui va arriver là, il faut qu'on puisse cacher ça au monde entier. Les Maliens qui seront tués, les Maliens que nous-mêmes on va tuer, les Maliens qui seront tués par les Wagner, les Maliens qui seront tués par les djihadistes, les Maliens qui seront tués par les femmes à l'armée malienne, il ne faudrait pas que le monde entier puisse être au courant. Sinon, ça va permettre au monde entier de mener des pressions sur nous. Donc, il faut faire sortir la MINUSMA. Il faut chasser l'ONU. Comme ça, le pays devient un pays de non-droit. Le pays devient un pays de non-droit parce que vous-même, vous êtes venu illégalement au pouvoir et vous avez fait rentrer des mercenaires dans l'illégalité et les djihadistes aussi sont là. Eux aussi, ils ne sont pas des gens honnêtes et légaux. Figurez-vous maintenant un pays qui est coupé entre les mercenaires, entre des djihadistes et entre les putschistes. C'est ce qu'on appelle des États proto-djihadistes. Et donc ces dirigeants-là, dans leur tête, qu'est-ce qu'il faut? Ils ne peuvent pas vivre isolés du monde. Il faut donc transformer leur turpitude en valeur de sagesse. Il faut donc faire comprendre au reste du monde
Même si ce qu'on a fait n'est pas bon, en tout cas, on va l'imposer pour que le désordre puisse s'installer partout. Et donc, c'est dans ce modèle-là aujourd'hui qu'ils ont encouragé le Niger. Et ils essayent d'encourager certains autres pays pour que tout le monde puisse tomber dans le même trou que eux. Mais face à cette question, des dirigeants sérieux, responsables, comme le président Ouattara, avec leurs partenaires internationaux qui restent déterminés à s'inscrire dans le droit international, disent non. Nous, on ne peut pas accepter que nos populations soient massacrées par les djihadistes. Nous, on ne peut pas accepter de collaborer avec des djihadistes. Nous, on ne peut pas donner du terrain aux djihadistes. On ne peut pas accepter aussi de collaborer avec des putschistes. On ne peut pas accepter de collaborer avec Vladimir Poutine sur la base des militaires et des mercenaires illégaux. Et ça serait même une insulte pour les armées de nos pays. Ça veut dire, si tu vois, comme dans le cas du Mali, du Burkina et du Niger, on laisse l'armée régulière pour aller prendre des Wagner, ça veut dire que l'armée de ce pays-là ne vaut rien. En d'autres termes, si tu as vu que les putschistes illégaux, les vermines, sont allés prendre des Wagner, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils reconnaissent que leur armée ne vaut rien. Si les Burkinabés ont pris aujourd'hui les Wagner, ça veut dire que l'armée du Burkina ne vaut rien. C'est ce que ça veut dire. Mais pourtant, ce sont des militaires qui sont là. Et eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ne valent rien. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc, pour la Côte d'Ivoire et pour les pays sérieux, toujours rester dans le cadre du droit international. C'est très important. Ce qu'on fait là, on ne va jamais rentrer dans l'illégalité. On ne va jamais cacher quoi que ce soit. Et on ne va jamais accepter que nos populations soient violées, soient égorgées, soient massacrées par les djihadistes avec leurs partenaires que sont les putschistes. Parce qu'on dit qui s'assemble se ressemble. Si le djihadisme prospère au Mali, c'est parce que eux et puis les putschistes s'assemblent. Sinon, aucun gouvernement sérieux ne peut s'encoquiner avec les djihadistes comme c'est le cas au Mali, au Burkina ou au Niger. Et donc, le dicton « qui s'assemble se ressemble » vient de vous dire. Et donc, face à toute cette menace-là, il faut être capable de s'assumer. La Côte d'Ivoire ne le cache pas. Ce n'est pas encore fait, mais dans les discussions, il ne faut pas exclure qu'il y ait une base américaine qui va s'installer en Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas la Côte d'Ivoire seule. Il y aura le Ghana, le Nigeria, le Cap-Vert. En tout cas, nous, on est prêts et on va accepter ça. Et lorsqu'on a demandé à la question, voici ce que le ministre des Affaires étrangères a dit, Anthony Blinken. Tout ça, c'est à voir. Pour l'instant, nous nous forçons sur les questions de l'aide concrète qui puissent faire une différence. J'ai pu annoncer lors de ce séjour une aide supplémentaire pour la Côte d'Ivoire, aide à la fois financière, mais aussi équipement militaire nécessaire pour faire face aux extrémistes. Et donc déjà, lorsque vous vous basez sur la dernière partie, équipement militaire nécessaire face aux extrémistes, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les grandes nations, avec l'expérience, ont compris une chose. Aujourd'hui, mieux vaut former des soldats, les utiliser sur le terrain, sur leur terrain, plutôt que de se déporter. Vous vous souviendrez, tout dernièrement en Afghanistan, les États-Unis n'ont pas connu, ils n'ont pas été brillants, et ça a été la même chose aussi dans plusieurs pays. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, pour qu'une puissance étrangère militaire s'installe dans un pays pour atteindre des objectifs clés, ce n'est plus trop évident, ça coûte cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On forme les gens sur le terrain et on leur donne tous les équipements qu'il faut. Voilà la réalité qui est là. Et donc, il n'a pas manqué de dire, nous apportons un soutien à la fois en termes d'équipement technique et d'information qui aide les Ivoiriens à faire face aux menaces qui existent, confie Anthony Blinken aux journalistes français. Et donc, vous aurez compris, quand vous avez l'information, quand vous avez la formation, quand vous avez l'équipement militaire, je parle de l'information militaire, je parle de la formation militaire et de l'équipement militaire. De quoi est-ce que vous avez besoin? Vous avez déjà tout. Et donc, c'est pourquoi ils ont donné un programme de 45 millions de dollars, ce qui représente à peu près 27 milliards de francs CFA pour les pays côtiers.
Le programme est toujours en cours d'exécution. Tout ça, c'est pour protéger ces pays-là. Mais pourquoi ces grandes nations-là font ça? C'est ce que je vous ai expliqué. C'est parce qu'elles ont des grands intérêts dans ces pays-là. C'est parce qu'elles ont des grands intérêts dans ces pays-là. Tu ne peux pas venir mettre tes intérêts dans un pays et puis t'asseoir pour regarder. C'est tout. Maintenant, regardez ceux qui ont fait le choix de choisir la Russie. Est-ce que la Russie protège ses intérêts? Non. La Russie est en train de piller ces pays-là. À travers Wagner, donnez-nous des mines d'or, donnez-nous ceci. On pille le pays rapidement et puis on s'en va. Mais pourquoi la Russie fait cela? C'est parce qu'ils veulent. Parce que la domination qui les fatigue, ce n'est pas la domination idéologique. C'est la domination économique. Tout le monde sait que la Russie n'est pas une puissance économique. C'est une puissance militaire. Idéologiquement parlant, on pourrait dire aussi que c'est une puissance idéologique. Mais ce n'est pas une puissance financière, ce n'est pas une puissance économique. C'est ce qui fait que même des petits pays comme la France ont un pouvoir financier plus grand que même la Russie. Et donc les États-Unis n'en parlons pas. Et la Chine rivalise avec les États-Unis en termes de capacité économique. Et donc la Russie a compris que pour être puissant sur la scène mondiale, il ne faut pas seulement avoir une puissance militaire, il ne faut pas simplement avoir une puissance idéologique comme le communisme et autres et son histoire, mais il faut avoir une puissance économique et diplomatique parce que là, les deux vont de pair, les deux vont ensemble. Or, pour avoir cette puissance économique, il faut forcément multiplier ses intérêts dans le monde. C'est ce qui te rendra puissant économiquement. Et donc, c'est pourquoi la Russie s'est dit, à travers les BRICS, il faut qu'on arrive à créer une autre monnaie qui va défier le dollar. On va dédollariser le monde. Et pour dédollariser le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, parce que l'argent en vrai, c'est aujourd'hui la valeur, ce n'est pas le papier qui fait l'argent, c'est la confiance. Mais cette confiance-là est basée sur quoi? Cette confiance est basée sur quelque chose de réel qu'on appelle l'or. Je simplifie vraiment les choses. Et donc, plus vous avez des réserves en or, plus vous arrivez à garantir la valeur du billet, du papier qu'on appelle argent. Voilà la réalité. Et c'est pourquoi la Russie s'est dit, comme depuis 1960, nous on pensait que c'est quand tu es un grand militaire, tu peux combattre comme ce qu'on a fait dans les années 60 en Afrique, 60-70. On a aidé les révolutions au Cuba, dans le monde, partout, en Angola, partout ici au Mali. Ça n'a pas marché. Donc finalement, on va essayer le modèle économique pour avoir une puissance économique. Et donc pour avoir cette puissance économique-là, il faut... On ne peut pas, l'or, ça ne se trouve pas au bord des routes. Ils ont ciblé certaines nations qui sont pauvres intellectuellement, où la qualité des esprits est très faible. On va leur faire croire qu'on vient les protéger et on va rentrer dans leur pays. Mais dès qu'on rentre dans leur pays, notre vraie intention, ce n'est pas de protéger le pays, ce n'est pas d'aider les dirigeants, mais c'est comment est-ce qu'on peut profiter des dirigeants les plus faibles. C'est la solution de l'IN qui s'attaque toujours à des proies déjà blessées, mais qui n'attaquent pas frontalement. Et donc, on va regarder les pays où les dirigeants sont faibles parce que mal venus au pouvoir et en quête de reconnaissance, on leur apporte notre soutien en leur faisant croire qu'on va les aider. Et comme ça, là, dès qu'on rentre dans leur pays, on pille ce qu'on appelle l'or, le diamant, les ressources. Et pour vous en rendre compte, allez en Centrafrique, allez au Mali, allez au Burkina Faso, allez au Tchad, vous verrez combien de fois Wagner a causé des dégâts économiques. Mais comment ils le font? Ils le font dans l'illégalité. Ils veulent atteindre leurs réserves d'or multipliées pour devenir forts, pour dédollariser le monde, mais ils le font sur le dos et dans l'illégalité. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas laisser des traces. Et c'est pourquoi ils ne signent pas de contrat. Et donc voilà toute la raison qui est là. Et donc malheur à ceux qui ont pensé que tout ce qui se passe là, c'était pour leurs beaux yeux, mais pour défendre leur soi-disant révolution. Non, 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 non. C'est parce que eux, avec certains pays comme la Chine et l'Iran, veulent avoir une puissance mondiale et dédollariser le monde. Ça veut dire qu'ils veulent casser le monopole du dollar. Là, quand c'est comme ça, les États-Unis ne seront ni la première puissance économique, ni peut-être même la première puissance mondiale militairement parlant, ni encore la première puissance idéologique. Voilà, c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans le monde.
Et c'est pourquoi les États-Unis, quand eux aussi regardent tout ça, ils se disent, mais il faut qu'on se lève aussi, parce qu'on ne va pas accepter. Donc, on va aller réaffirmer nos intérêts au Cap-Vert. On va aller réaffirmer nos intérêts au Nigeria. On va aller réaffirmer nos intérêts à Abidjan. On va aller réaffirmer nos intérêts à Angola. Et l'étape se termine aujourd'hui en Angola. Voilà ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Mais nous-mêmes, Africains, qu'est-ce qu'on fait? On est quoi dans tout ça? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on va rester là pour croiser les bras en pensant que nous sommes comme des femmes qu'il faut courtiser? C'est une manière de parler? Non, c'est à nous de savoir nous vendre aussi. C'est à nous de savoir faire les choix. Est-ce qu'on veut faire le choix du désordre international? Est-ce qu'on veut être des objets qui seront manipulés éternellement? Le défi qui nous reste, c'est de faire le choix de la responsabilité. Et de comprendre qu'à un certain moment, notre destin n'est pas entre les mains des autres, mais c'est entre nos mains. Et c'est sur cette voie-là que le président Ouattara est. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes faibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu es entre deux grands, tu ne peux pas estimer que tu es fort. Mais si nous savons, à travers notre diplomatie, comment tirer notre épingle du jeu, si nous avons des dirigeants intelligents qui ont une bonne connaissance du monde, un jour arrivera, nous serons capables de nous affirmer. Et c'est sur ce chemin-là que le président Ouattara est. Il est donc mieux d'épouser une tradition diplomatique où on est l'ami de tout le monde et l'ennemi de personne.